par un homme, sinon elle perd ses pouvoirs. Et donc, le colonel Steve Trevor, qui est son prétendant pendant le plus clair de sa carrière, qui, lui, forcément, vous pensez Wonder Woman, il aimerait bien conclure, il est impatient même. Il voudrait bien lui passer la bague au doigt, mais elle lui dit non, je suis super-héroïne, et si je fais ça, je pourrais plus défendre la veuve et l'orphelin. Donc, c'est une question de devoir. Et donc, il y a des épisodes entiers où Steve Trevor essaie de passer la bague en douce, sans qu'elle se rende compte. Le registre est plus hétéro pour Wonder Woman. Il y a eu des histoires par contre de personnages qui étaient gays, mais de manière clandestine. Il y a un personnage qui s'appelle North Star, en France, qui s'appelle Vega, qui est un super-héros canadien, mais publié dans les comic books américains. Et quand il a été créé en 1979, son auteur qui s'appelle John Byrne s'est dit finalement là je suis en train de créer plein de super-héros canadiens, celui-là j'ai décidé qu'il va être gay. Mais c'était impossible à l'époque, pour toutes les réserves sur la sexualité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'ils disent il est gay. D'ailleurs d'une certaine manière c'était même impossible qu'ils disent il est hétéro, puisque on ne pouvait pas passer à l'acte dans ces BD-là. Donc la connaissance du fait que ce personnage-là était gay a été transmise à travers l'éditorial. Quand John Byrne a quitté la série, l'éditeur a continué de dire aux autres scénaristes oui, alors celui-là il est gay, il faut l'écrire comme ci, comme ça, mais ça n'a jamais été officialisé, jusqu'en 92, où ils ont finalement fait un épisode où, d'ailleurs, ça parlait un petit peu de sida et de reconnaissance des homosexuels, et où on a officialisé le truc, mais entre 79 et 92, le fait que ce personnage était gay, c'était un secret entre les scénaristes et les éditeurs. Mais le lecteur au second degré le comprenait ou pas? Je crois pas. Franchement, là, d'abord, moi, pour l'avoir lu à l'époque, je suis passé à côté, vous me direz, bon, j'étais peut-être pas très éveillé, mais après que ça a été officialisé, je suis repassé derrière les épisodes, c'est pas possible que je sois passé à côté d'un truc comme ça. Ils m'ont pas dit, et non, il fallait vraiment être au courant pour savoir. Par contre, quand ils ont fait cet épisode-là, ça s'est super bien vendu. Donc vous allez me dire, c'est super, il y a une série derrière, il y a quelque chose. Non, parce que les actionnaires de Marvel se sont dit c'est pas possible, on ne peut pas être l'actionnaire d'une société qui publie des aventures d'un personnage gay. Donc en gros, le personnage a été éloigné en l'espace de quelques mois, alors que tant qu'il était dans le placard, ça ne posait pas de problème. Mais globalement, je ne pense même pas qu'on puisse vraiment parler d'un préjugé qui est lesbien ou ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas de fonction corporelle chez les personnages américains. Et pourtant, il y a des mariages genre Red et Sue qui sont mariés, qui ont des... Mais qui deviennent de plus en plus rares. C'est-à-dire que si on regarde bien, les comic books, par exemple, Spider-Man et Superman ont été mariés, pas ensemble, mais chacun de leur côté, mais pendant des années. C'est-à-dire qu'à un moment, finalement, au bout de 60 ans de cours, Superman finit par se démasquer, non pas par se démasquer parce qu'il n'a pas de masque, mais en tout cas par révéler son identité secrète à Lois Lane, et puis finalement il dit allez, on se marie. Il y a un épisode super qui est 4 fois ou 5 fois plus épais que l'épisode normal, qui est aussi 4 fois ou 5 fois plus cher, qui est l'épisode du mariage, et puis voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que les éditeurs ne savent pas jouer avec ça. Parce qu'une fois qu'on est dans le mariage, c'est un peu comme, vous savez, les contes de fées. Les contes de fées se finissent toujours par et ça y est, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, on ne sait pas raconter la suite. Et ce qui est assez étonnant, parce que moi il me semble qu'on voit ça dans des films ou dans la série télé, on pourrait tout à fait imaginer que Superman, on raconte de manière mature sa relation avec sa femme. Ben non, la plupart des auteurs ou des éditeurs ne savent pas. Donc en 2011, DC Comics, donc cette fameuse société de l'ancien Major et tout ça, Superman, Batman, Wonder Man, ils ont relancé toutes leurs séries, ils les ont relancées, ils ont remis à jour, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effacé l'essentiel des mariages. Tous les personnages qui étaient mariés avant sont plus mariés, parce que voilà, il ne faut absolument pas parler de mariage. Pour Spider-Man, qui est publié chez Marvel, la société concurrente, on a fait pire. C'est-à-dire que là aussi, en 88, Spider-Man s'est démasqué, il a conclu avec Mary Jane Watson, ils se sont mariés, et puis même problème, c'est qu'est-ce qu'on raconte maintenant? Donc, c'est impossible de mettre en scène un divorce. C'est pour ça d'ailleurs que DC a simplement rebooté les séries en disant le reste n'a pas existé avant. Chez Marvel, impossible de mettre en scène un divorce. Donc qu'est-ce que vous feriez pour séparer un couple qui ne peut pas se... Pardon? L'accident. Ah non, vous êtes beaucoup trop simple. Je sais. Ils se sont mis en tête que la vieille tante May de Peter Parker,
sais pas si ça vous parle un peu, mais la mère spirituelle de Peter Parker, qui est une vieille tante bien malade, est à l'article de la mort. Qui Et est donc, déjà mort 4 fois. et donc finalement, Peter Parker et sa femme passent un pacte avec le diable. S'ils sauvent la vieille tante, ils pourront effacer leur mariage. C'est-à-dire que plutôt que mettre en scène un divorce ou je ne sais pas quoi, eh ben, ils préfèrent montrer un épisode où Spider-Man passe un pacte avec le diable, c'est quand même particulier, et donc annule son mariage. Et puis voilà, il y a à la fin de l'épisode, tout le monde se réveille, tout le monde a oublié le mariage, y compris les principaux intéressés. Donc ça, il n'y a pas que des choses bien dans les comics non plus. Hein. Je suis pas là pour... C'est tiré par les cheveux. Hein. Donc vous pensez? C'est l'effet de l'amour. Je pense, non, c'est pas l'effet de l'amour. La vraie comparaison à faire, c'est, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui se souviennent de ça, c'est Dallas. Et Dallas, il y avait eu un truc comme ça, c'est-à-dire qu'ils avaient tué Bobby Ewing, et au bout d'une saison, on s'était rendu compte que ça n'allait pas, que l'audimat était en train de couler à vitesse grand V. Eh ben, il y a sa veuve va dans les toilettes, prend une douche, et en ouvrant la douche, trouve Bobby, et elle réalise que tout ce qui vient de se passer dans la saison précédente, c'était un rêve. Elle a imaginé la mort de son mari, il est toujours vivant. Et là, c'est un peu le même procédé, on est d'accord. Il n'y a pas que des choses vraiment... C'est un vrai butoir. Le côté marital, sexuel, c'est un vrai butoir parce que finalement, quelque part, les histoires de super-héros ont aussi leur origine dans les contes. On parlait tout à l'heure de la religion, il y a un peu de ça. Et le conte, il a cette barrière de vécu ensemble, leur beaucoup d'enfants, on arrive là. Le conte est assez sexué avec le grand méchant loup et compagnie. Oui, mais c'est un peu la distinction que je faisais tout à l'heure. Il y a sexué et sexualisé, c'est pas tout à fait pareil. Vous pouvez avoir tous les attributs du sexe sans les utiliser, on va dire. C'est la poupée Barbie. Voilà. En tout cas, ce qui est étonnant, la planche avec Nixon et Reagan, elle est déstabilisante parce que... Alors, c'est deux planches que j'ai mis. Oui, non mais c'était quand même... Les comics étaient très peu chers parce qu'ils s'adressaient aux jeunes, et c'est une partie de leur éducation qui passait à travers le comic books. Et c'est quand même des sujets qui frontalement sont politiques à destination d'un très jeune public. On a eu la même chose en France. D'abord, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de Bécassine, il y a eu des épisodes anti-allemands chez Bécassine, mais Tintin chez les Soviets. Et alors Tintin chez les Soviets, je peux vous dire, pour avoir fait des reportages là-dessus à un moment, il y avait des coopératives alors c'est peut-être pas le mot qui convient, mais il y avait des collectifs de curés qui achetaient des diapositives de Tintin chez les Soviets pour pouvoir les projeter en patronage aux enfants juste dans les années 70 pour expliquer comment le communiste était méchant. Et quand vous vous intéressez d'ailleurs à l'origine de Tintin, qui est un boulot de commande Hergé a inventé Tintin pour être publié dans une publication qui était dirigée par un rédacteur en chef qui était curé. Donc tout est politique. Simplement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec ce divorce un petit peu de la continuité de l'actualité en France, enfin en Europe, en franco-belge on va dire, avec ce rythme de l'album, avec le fait qu'on a pu voir aussi que en 40, quand les Allemands sont arrivés, qu'ils ont interdit des trucs parce que ça avait été dérangeant, et puis qu'après il y a eu une autre génération, ou peut-être pas la même autre génération, mais il y a eu d'autres dessinateurs qui 4 ou 5 ans plus tard ont eu d'autres problèmes parce qu'ils avaient été dans un autre sens et que l'histoire, là pour le coup, leur avait pas donné raison. Ça a pris aussi une bonne partie de la profession de la bande dessinée, on ne va pas trop se mêler de politique parce que ça peut nous exploser au visage. Il y a eu ce clivage qui est né. Là où, finalement, le créateur de comics est beaucoup plus journaliste dans l'âme. Ah bah, quand il colle au 11 septembre, on a l'impression d'assister à une rédaction de presse, quoi. Alors c'est toujours sous forme de parabole, on est d'accord, il y a des super-héros qui volent dans le ciel, il y a des super-vilains par terre, des trucs comme ça. De la même manière que Nixon, à mon avis, à ma connaissance, n'a jamais... Je crois que c'est moins sa piste de nos jours. Le super-héros a tendance à être un peu plus noir et à avoir des défauts. Je ne suis pas entièrement d'accord, parce qu'il y a un personnage dont on n'a pas parlé dans ces 2 heures, il y a un autre élément là-dedans, qui est essentiel à la compréhension de l'histoire, c'est le lecteur. Et le lecteur, lui, il a changé. C'est-à-dire qu'il y avait des histoires, dès 70, on trouve par exemple des histoires de Spider-Man qui parlent de drogue, et des histoires de Green Lantern qui parlent de racisme ou aussi de drogue.
Simplement, quand vous avez 12 ou 14 ans, vous êtes vraiment fixé sur les super pouvoirs, vous êtes fixé sur le fait ce qui va sauver la belle princesse, est-ce que finalement, à la fin de l'épisode, bien va l'emporter. Parce que vous avez 12 ans et vous ne réalisez pas que vous êtes au 73e épisode et quoi qu'il arrive, il y en aura un 74e. Vous êtes là-dedans. Et puis finalement, quand vous reprenez le même épisode 10 ans plus tard, vous vous rendez compte qu'il y avait des trucs que vous n'avez pas compris. Quand vous prenez ce même épisode à 40 ans, vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas, vous avez encore compris plus de trucs. Le fait est que dans les comics, il y a un vieillissement des lecteurs. Parce que, y compris aux États-Unis, il y a une génération qui est partie plutôt du côté du manga à un moment. Donc, statistiquement, il y a une proportion de quadrats, de trentenaires. Il y a une autre génération de lecteurs qui est en train d'arriver, mais il y a un trou entre les deux. Et donc, il y a ça, il y a le fait qu'effectivement, les épisodes peuvent vous avoir paru un peu plus naïfs à un moment. Et je ne suis pas là pour vous dire que tous les épisodes de comics sont super intelligents et qu'il y a des sens cachés à tous les... Il y a aussi des trucs super premier degré et très décevants quand on rate. Mais si vous faites l'effort de relire régulièrement vos lectures de jeunesse sur ce registre-là, vous serez étonné de retrouver des trucs que vous n'aviez pas compris à cette lecture. Ce que je veux dire, c'est par un effort de réalisme. Et il y a un effort qui est demandé par les femmes trentenaires, nageurs, et ce qui pose beaucoup là aussi, c'est un peu comme le thème du sujet, il ne faut pas confondre deux choses. Je vois ce que vous voulez dire, mais il y a la crédibilité et le réalisme. Et il y a des choses irréalistes qui sont crédibles, et inversement. C'est-à-dire que finalement, quand on parle d'un univers où le type vient de Krypton, dans une coupole un peu en plastique ou je ne sais pas quoi, le réalisme il est un peu particulier. Ne serait-ce que parce que l'existence même d'un extraterrestre, au bout de 3 épisodes, a complètement chamboulé le contexte de la planète. Et l'idée de pouvoir raconter un récit normé, où simplement la planète est toujours la même au début de l'histoire, ne tiendrait pas de l'introduction des mutants, tel qu'on a pu en parler dans X-Men dans la société américaine, changerait le contexte. Normalement, on serait dans un vrai registre de science-fiction où chaque épisode changerait le reflet de la société. Là, on vient toujours à un point de départ, et il y a cette opposition entre la crédibilité et le réalisme. Alors le réalisme n'est pas forcément là. Là encore, je prends l'exemple de La Fontaine. Ben oui, les bestioles qui parlent, peut-être un perroquet à la rigueur, mais voilà. Mais en même temps, la crédibilité, elle est dans la cohérence interne au récit. Donc il n'y a pas de règle non plus. Il y a des auteurs qui savent raconter des histoires très prenantes, avec des choses très caricaturales. Il y a un truc qui s'appelle Pride of Baghdad, qui à la base est tiré d'une histoire vraie. C'est pendant le siège de Bagdad, le zoo a été détruit et un troupe de lions, enfin troupe, je sais pas comment dire, une meute de lions, je sais pas si c'est le terme, une bande de lions, un groupe de lions, s'est enfui dans la ville et a tenté de survivre. Et les auteurs de cet album de BD américain ont fait en voix off, c'est-à-dire qu'on a pendant toute la BD la voix off des lions qui parlent. Bien entendu, c'est absolument pas réaliste, voilà. Peut-être que les lions se parlent intérieurement, c'est pas mais en même temps, il y a un propos qui est très fort sur l'idée de liberté. C'est-à-dire que ces lions sont enfuis d'un zoo détruit et se retrouvent dans Bagdad qui est en train d'être bombardé et finissent, je crois, abattus. Et il y a toute l'histoire, c'est une parabole sur la liberté. C'est-à-dire que finalement, pour être libre, ça vaut le coup d'y laisser la vie. Et on est là en totale adéquation avec l'affiliation avec La Fontaine dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on est dans un comic book qui est caricatural, mais finalement, on profite pour raconter des choses un peu universelles. Donc voilà, d'autres choses. Il y a 2 points qui me paraissent essentiels. C'est que, d'abord, avec Axis, qui parle en ce moment aux États-Unis, on voit qu'il y a des changements chez Héros et Vilain. Ça c'est compliqué parce que c'est une mini-série qui est en cours. Moi, je me méfie toujours un peu des trucs tant que la chute n'est pas tombée. Et chez les X-Men maintenant depuis quoi, une bonne dizaine d'années, depuis Morrison, enfin après Morrison. Et c'était le super vilain, il aurait été même improbable dans les années 90 qu'il passe du côté des bons,
Alors la manière optimiste de dire les choses, ça serait de dire que effectivement les super vilains, donc les ennemis des super-héros, sont rarement entièrement mauvais. Il y a toujours une petite part d'humanité, ça c'est la version optimiste de dire les choses. La version un peu plus gênante, c'est de dire que pour une question commerciale, les ennemis les plus populaires reviennent. C'est-à-dire que le Joker, par exemple dans Batman, qui est un serial killer infect, à aucun moment dans l'histoire il va être condamné à mort ou emprisonné de manière finale. Il n'y aura jamais de morale absolue de cette histoire-là, parce qu'il faudra toujours faire sortir le Joker pour qu'il revienne menacer Batman, puisque c'est un des personnages les plus populaires de la série. Donc le côté de trouver des bons côtés, encore que le Joker il n'est pas trop humanisé, mais le bon côté de trouver des côtés humains, même aux méchants, c'est finalement cette réflexion de dire que oui, l'histoire d'imaginer des monstres, c'est un peu naïf, et il faut mieux imaginer des personnages en 3 dimensions qui ont leurs failles et qui nous ressemblent un peu tous et qui nous montrent un peu, d'ailleurs, qu'on peut tous finalement basculer du mauvais côté. Ça, c'est le côté optimiste. Et puis le côté cynique, c'est de dire que oui, mais il y a un moment où par la force des choses, comme il faut toujours ramener les mêmes personnages qui sont demandés par les fans, il faut, pour pouvoir vendre des jouets, pour pouvoir faire des films, faire du dessin animé, il y a un moment où il faut présenter sous un jour sympathique des gens qui ne le sont pas forcément. Et les deux choses sont un peu mélangées. Mais en même temps, certains super-héros deviennent noirs. J'ai tout de suite pensé, quand vous avez parlé du surhomme et du Superman, et que le surhomme est quelqu'un qui se met au-dessus, directement à Batman, qui bien souvent se met au-dessus de son équipe et bien souvent au-dessus. Là c'est encore autre chose. Là, la plupart des super-héros nous sont sympathiques parce qu'ils sont une caméra embarquée sur l'épaule. C'est-à-dire qu'on est comme un petit oiseau en train de vivre leur aventure par procuration, et on sait que Batman, il veut le bien. Donc il n'y a pas de problème, on a vécu son enfance, on a vu comment il a perdu ses parents, on a vu comment il s'est entraîné, on sait que ce gars-là, on peut lui faire confiance, il veut faire le bien, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que, si vous projetez un petit peu, là on peut encore reparler en crédibilité et réalisme, si vous imaginez qu'à un seul moment, que d'un seul coup, demain dans le journal, vous réalisiez que ça fait des années qu'il y a un type dans les rues de Bagneux, qui a une voiture noire, qui se déguise en chauve-souris, et qui coffre des gens sans rien demander à personne, pour faire vos courses, je vous souhaite bien du courage, mais a priori, vous avez un peu calmé le jeu. Là, c'est un peu pareil. Moi, j'aimerais pas vivre à Gotham. Par contre, effectivement, lire Batman, puisqu'on a une vision totale de ses envies, de ses défauts, et qu'on sait que ce gars-là est bien sûr, il n'y a pas de problème. Dans la vraie vie de tous les jours, on serait terrifié que ce type-là existe. Et je parle même pas de ses ennemis, je parle vraiment de l'existence de ce personnage-là. Donc le super-héros, c'est un petit peu un Père Noël pour adultes, j'ai tendance à dire. Finalement, tout le monde sait qu'il n'existe pas. On aime à imaginer un homme ou une femme providentielle qui pourrait gommer tous les travers de la société. Mais en même temps, cet homme providentiel qui veut gommer les travers de la société, on voit bien dans l'histoire du monde qu'en général, le type qui arrive et qui nous tient ce discours-là, il nous fout plutôt dans la merde. Donc on parle plus souvent d'un dictateur que d'un type qui va vraiment faire gagner la paix, quoi. Effectivement, ça marche parce qu'on se projette dans la tête du héros. On sait que dans quelques années, Tony Stark il a été à la retraite chez les Vengeurs. Il a été à la retraite pendant la période, pour moi, pendant la période de Civil War. Il est à la retraite en ce moment, en train de détruire d'autres planètes pour essayer de sauver la leur. Pour moi, le super-héros, il y a des limites qui étaient avant, qui ne se franchissaient pas et qui sont en train de se franchir. Je sais pas, non. Honnêtement, il y a des trucs qui apparaissaient pas. On retrouve des épisodes de Iron Man comme ça des années 70. Il y a un épisode où il est échoué dans une dimension, où il est à 2 doigts de sacrifier tous les gars de cette dimension-là, et où il est en gros éjecté par les types de cette planète-là parce que. Mais il est à 2 doigts. Il l'a pas fait. C'est plus compliqué que ça. Non, il y a vraiment 2-3 épisodes. Il faut savoir par exemple que Tony Stark, donc l'alter ego d'Iron Man, c'est un fabricant d'armes dans les années 60. C'est un fabricant d'armes dans les années 60 et qui doit ses origines le fait qu'il apporte une armure en métal parce qu'il est en Asie, au Vietnam, qui marche sur une mine et que donc comme ça lui pète au visage, et à un moment il est obligé de se construire une armure pour pouvoir d'abord s'évader chez les Viet Cong, devenir un super-héros et puis continuer à vivre dans cette armure-là. Si ce n'est que les éditeurs, eux, ils avaient tablé refaire un coup comme Captain America, c'était dit
arrive une nouvelle guerre, on va faire un nouveau héros porté sur la guerre. Ils n'avaient pas anticipé que la jeunesse américaine, dans les années 60, ne voudrait pas entendre parler du Vietnam, ne voudrait pas entendre parler, ne serait-ce que de la génération d'avant. Et finalement, ils ont été obligés de rétro-pédaler et de créer un personnage beaucoup plus humain qui date à peu près de la fin des années 60, où d'un seul coup, vous avez des épisodes qui sont aux antipodes, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez le même Iron Man, le même Tony Stark, qui était fabricant d'armes et qui faisait exploser des trucs à la figure des non-américains, qui retourne au Vietnam, qui trouve un charnier, et vous avez une grande page où finalement il est horrifié de vous trouver ce charnier-là, et avec les lasers qui sortent des mains de son armure, il écrit un grand why, un grand pourquoi sur le sol. Donc c'est la transposition de toutes ces affiches anti-guerre. Vous avez le GI qui est en train de crier vers le ciel. Et effectivement, le problème d'une BD, et en plus d'une bande dessinée qui est feuilletonesque, c'est qu'elle dépend de l'auteur. Et la BD qui s'étale sur 300 épisodes, c'est un contenant. Donc si demain vous avez un néo-nazi qui reprend l'écriture de Spider-Man, ça va changer l'ambiance du personnage, c'est net et certain. Et il y a toujours ce problème-là, il y a toujours ce problème que finalement, c'est un peu comme une voiture téléguidée et que tout dépend qui est aux commandes de la voiture. Bon, a priori, le néo-nazi qui écrit Spider-Man n'est pas encore arrivé, on l'a pas encore repéré. Il y a des choses, il y a des dérives, bien sûr, il y a des trucs des fois qui sont écrits. Il y a un épisode de la semaine dernière de Bad Girl où le méchant est un travesti. Et ils ne sont pas rendus compte en écrivant l'épisode et en le publiant, c'est-à-dire tous les niveaux de blocage éditorial n'ont pas réalisé le problème. Le truc est paru mercredi dernier, ils se sont fait pilonner parce que d'un seul coup, les communautés gays se sont dit mais enfin, c'est quoi cette attaque, c'est complètement rétrograde et compagnie. Donc il y a des sorties de route, il y a des trucs, des fois même sans y penser. C'est un peu comme quand vous racontez une blague et qu'elle n'est pas du tout pour vous et que de ce coup, elle vous rebondit au visage. Il y a des trucs comme ça. Je parlais encore tout à l'heure de plus de 300 épisodes, je crois 350 fascicules publiés chaque mois. C'est clair que là-dedans, des fois, vous avez des trucs complètement fous, des trucs. Il y a une série en particulier qui s'appelle Crossid, qui joue beaucoup sur la provo. Alors c'est des espèces de zombies qui font de l'inceste, des trucs comme ça. Bon, une fois que vous en avez lu un ou deux, en disant oui, on joue un petit peu avec mes préjugés sociaux. Une fois que vous en avez lu un ou deux et que vous voyez que le truc s'étale sur des dizaines d'épisodes, bon, pas beaucoup d'intérêt non plus à répéter cet effet-là. Donc il y a clairement, effectivement, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que du bon, il y a du super réglé. Mais je crois plutôt que quand on parle de super-héros de Marvel ou DC, on est en général beaucoup plus dans du codé. Et le Iron Man méchant qui fait des conneries et qui dépasse le truc, il finira toujours par être rebooté. D'ailleurs, il l'avait fait à l'issue de quelques années après Civil War. Il y a un moment où il perd sa mémoire, et donc il oublie les événements qu'il a déclenchés. Il est un petit peu libéré de cette culpabilité-là, puis il va refaire d'autres conneries plus tard. Et pourtant, Super Spider-Man, qui est Dr. Octopus, pour ceux qui ne le savent pas, qui est un super vilain qui a pris le corps de Peter Parker, a super bien marché. Et les lecteurs, un nombre de lecteurs trouvent qu'il est manquant maintenant que le vrai Peter Parker est revenu. Donc ça prouve bien que c'est plus aussi simple qu'avant. Qu'il y a Mais je pense que ça n'a jamais été simple, mais qu'on n'a pas toujours perçu comme ça. Clairement, je pense qu'il y a des trucs un peu comme ça. Il y a des épisodes très, très complexes sur la relation de Batman et Catwoman depuis les années 50, même tous des trucs comme ça. Simplement, on n'avait pas forcément l'âge pour comprendre la première lecture. Enfin, pas l'âge, on avait l'âge, mais on n'avait pas l'éclairage pour le. Je vais peut-être vous relâcher. J'espère que ça vous a intéressé, que vous en lirez à l'occasion si vous n'avez pas essayé. Il y a sans doute quelques albums intéressants qu'on sera conseillés dans cette. Alors, les éditeurs français. Sur ce qui est années 60, vous allez retrouver ça chez Panini ou Urban par exemple, qui sont des éditeurs français qui rééditent ces choses-là. Il y a ce qu'on appelle des archives, des trucs comme ça. Pour des choses un peu plus anciennes, là on est un peu obligé de se mettre à la VO, donc on les lit en langue anglaise, et il y a des recueils maintenant qui couvrent beaucoup d'épisodes classiques, et puis il y a le marché d'occasion. En
vous intéressant un petit peu au marché d'occasion, puis en guettant Sur Internet, oui, peut-être il y a sur Internet, puis dans certaines boutiques, il y a Fred Manzano qui a participé à l'exposition ici, qui gère une boutique qui s'appelle DS. Moi, mon humble niveau, par exemple, je peux arriver dans ma collection personnelle, je peux arriver à remonter des épisodes de 1939 de Superman, des épisodes de Marvel de 42, sans être pour autant milliardaire voilà quoi. Donc après faut chercher. Mais le tout venant des aventures des X-Men, on retrouvait dans l'intégralité, Captain America, même sur les trucs des années 40 maintenant, c'est imprimé. Très uncanny, il paraît qu'il ne faut pas les lire. Bon. J'ai toujours entendu dire que les épisodes des X-Men étaient mauvais avant les comics. Il y a quand même les premiers par Kirby, je parlais de la traduction des Sentinelles, des choses comme ça. Non, il y a des choses qui sont pas bonnes, clairement, d'ailleurs la série ne marchait pas, mais il y a quelques trucs qui valent le coup. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci.